What is up, family? We have another Patreon request. We got some more war. La guerre. De Gaulle. César. He's on a rampage right now. He's on an absolute rampage. Did I say rampage? Rampage. This time, I think it's the Belge. He's going to take out the Belge. Or did he just already take out the Belge? No, he took out the English. Now the Belge. Le Mbori Venet et contre les Venet et I don't know what those are. But I thought, oh, maybe he already took out the Belge. Nous sommes en Gaule belgique. I know, he's already in there. Quelque part sur les bords de la rivière Sabis, okay. En 57 avant Jésus-Christ. Dans la deuxième grande bataille de sa campagne contre les Belges, César affronte les Nerviens, les Viromandoins et les Atrébates dans un combat désespéré. Surpris par l'offensive de son ennemi, qui lui tombe dessus sans prévenir, le proconsul parvient de justesse à rétablir l'ordre dans les rangs. Bien aidé aussi par la mauvaise coordination des tribus belges qui n'ont pas de cohésion d'ensemble. You know, many armies had plenty of chances to beat him, but he outsmarted them. Les Romains l'emportent finalement et anéantissent leur adversaire. Après sa victoire, César devient le maître d'au moins la moitié des Gaulois. Mais loin d'être une domination complète et absolue, la conquête repose sur la servitude volontaire des familles dirigeantes. Les Équites se soumettent pour avoir la protection de Rome contre les migrations germaniques. D'autres le font pour avoir un débouché commercial en mer Méditerranée. Certains, enfin, le font par peur des représailles contre leurs oppidums. Aussi, rien n'empêche le proconsul de continuer sur sa lancée. Car si en 2 ans, César a conquis la moitié de la Gaule, alors pourquoi ne pas s'emparer de l'autre moitié ? Here he comes. Here he comes. En 57 avant Jésus-Christ, la moitié de la Gaule se soumet à César. Par soumission, nous entendons le paiement d'un impôt, l'accueil et l'entretien des légions, ainsi qu'une assistance militaire en cas de conflit ouvert. Quoi qu'il en soit, l'ingérence de Rome tient davantage à la servitude volontaire qu'à la domination tyrannique d'un étranger. Dans un épisode précédent, en effet, nous avions dit que les tribus étaient dirigées par des aristocrates. So let me just think of something here. There was taxes before Christ. That's how long taxes have existed. That's insane. That is unbelievable. La belle Équitesse, mais que les Équitesses étaient divisées entre familias. Dans chaque familia on trouve un chef, un propriétaire terrien immensément riche, autour duquel se rattachent des vassaux, des fidèles, des marchands et des intellectuels. Chez les Édouins, par exemple, la familia de Divicacus s'est rapprochée de Rome pour s'imposer face à la familia de Dumnorix. Aveuglé par ses intérêts de court terme, Divicacus ne se rend pas compte qu'il est manipulé par César. En effet, le Romain entend bien imposer les familias pro-romaines de façon pérenne à la tête des tribus. Pour s'en assurer, il intègre économiquement la Gaule à la République romaine. De nouvelles routes commerciales sont ouvertes, les commerçants latins s'imposent sur les marchés, les habitants deviennent des consommateurs de produits romains. Les dirigeants gaulois, de leur côté, peuvent s'enrichir car leurs productions sont exportées vers la Méditerranée. Commerce, doux commerce, vertu du commerce, comme disait Montesquieu. Peu à peu, les Gaulois s'habituent à la domination romaine car ils y trouvent leur intérêt. Maintenant, selon la loi romaine, César ne peut pas rester indéfiniment dans la région. Il est gouverneur de l'Illyrie, de la Transalpine et de la Cisalpine, mais son mandat se termine en -53. Autrement dit, en -56, il lui reste 3 ans de proconsulat, alors autant en profiter pour s'enrichir un maximum. D'ailleurs, les Gaulois semblent assez facilement corruptibles. Lorsque la 7e Légion est envoyée en Armorique pour nouer des contacts, des dizaines de tribus se soumettent sans combat à l'autorité romaine. Bref, il semble que le proconsul n'a qu'à tendre la main pour s'emparer d'un territoire immense. La seule chose dont il a besoin, c'est de sécuriser ses arrières car la situation à Rome est imprévisible. En effet,
Alors qu'il a perdu le contrôle de son pantin Claudius et que Pompée et Crassus se sont disputés, il n'a plus d'alliés de confiance dans la capitale. Si les sénateurs décident de se retourner contre lui, il n'aurait pas les moyens de faire pression sur la politique. Pour l'instant, le Sénat est davantage occupé à financer Milo pour se débarrasser du tribun fou. Mais certains comme Caton restent persuadés que César est à l'origine des troubles. Alors qu'il est encore à Chypre, c'est son beau-frère Lucius qui prend les choses en main. Ce dernier fait campagne électorale pour devenir consul. Il présente aux citoyens un programme tout à fait radical. Déclarer que César est hors la loi, dénoncer sa guerre contre les Gaulois, le ramener à Rome pour le mettre en prison. Malheureusement pour lui, s'il trouve un public pour applaudir son discours. Prison. I thought everybody kills everybody back in these days. They actually had a law system. I mean, everybody just kills everybody. Oh, we killed the men, the children, the women. We don't, like, everybody killed everybody. Should we imprison them? Should we put them in jail? It's funny. It really is funny. Les Romains restent attachés à la figure du général. La victoire contre les Helvètes, la victoire contre les Germains, la victoire contre les Belges. César est devenu un héros dans le cœur des citoyens et la campagne de Lucius ne rassemble pas les électeurs. Ouais. Néanmoins, le Jules ne peut pas rester passif devant la situation. En avril-56, il réagit en proposant à Crassus et à Pompée de se réunir à Leucès. L'objectif ? Reprendre la main sur la politique en réconciliant les trois hommes. En véritable chef d'orchestre, César veut que ses invités enterrent l'âge de guerre. Il propose alors de les soutenir pour qu'ils soient élus consuls. La popularité du maître des Gaules lui permettant d'avoir de l'influence sur le corps électoral. Crassus et Pompée, qui veulent avant tout se débarrasser de Claudius, ne peuvent pas refuser l'offre. Mais en échange, César demande un service. Il veut, affirme-t-il, la prolongation de son proconsulat. Il avait reçu, avait-on dit, le gouvernement de 3 provinces jusqu'en -53. Eh bien, il souhaite l'avoir pour 5 années supplémentaires. Jusqu'en -48, cela lui laisse largement le temps de consolider ses conquêtes, d'accumuler de l'argent et de constituer une force militaire imparable. Bizarrement, les sénateurs ne semblent pas s'opposer à cet échange. Pourtant, l'accord de Leucès livre littéralement la République aux mains de 3 militaires. Les parlementaires sont-ils à ce point naïfs ? En fait, leur figure de proue, le philosophe Cicéron, a une dette personnelle envers Pompée. Alors que Claudius l'avait exilé et avait brûlé sa maison, le général avait usé de la force pour faire revenir le penseur. Désormais, en tout bien tout honneur, Cicéron rend l'appareil à son allié. Le problème Claudius devient la priorité du Sénat. L'Assemblée est prête à tous les sacrifices pour s'en débarrasser. Y compris donner le pouvoir au triumvir, y compris donner à César ce qu'il demande. Mais sans s'en rendre compte, ils vont faire du proconsul un homme tellement puissant que plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. My man he wanted the power. He wanted the power. There was another guy like that from Germany who wanted the power too. It didn't really work out for him, but I think he had the same mentality. You know, he wasn't killing a group of people just because of who they were. He was just like, look, I'm going to kill everybody, whoever, in any country, in any settlement, in any village. I don't care. In what? A border? No, I'm taking I want everybody to support, to be under my control. And this is before Christ. No joke. Oh, I got to sneeze. False alarm. You ever have that? You're like, I'm going to sneeze. I'm going to sneeze. And then nothing happens. You don't sneeze. Yeah, that just happened to me. Well, anyway. À la fin du printemps -56, César est assuré de rester en Gaule pour encore 8 ans. Et puisqu'en seulement 2, il s'est emparé de la moitié du territoire, alors autant continuer et pousser ses pions plus à l'ouest. Problème, les choses ne se passent pas comme prévu. Alors que la 7e Légion finit de soumettre les tribus de l'Armorique, elle établit ses quartiers à Juliobagus, aujourd'hui Angers. Ainsi installée sur le territoire des Andes, elle attend les provisions que les Gaulois sont censés fournir. Sauf que tout à coup,
les Vénètes se rebellent et capturent les émissaires. La tribu est en effet la plus puissante de la région et sa richesse provient du commerce avec la Loire. Elle y fait transiter de l'étain depuis l'île de Bretagne, elle y fait transiter le sel depuis ses côtes. En occupant le territoire des Andes, mais aussi Cénabum, aujourd'hui Orléans, Rome contrôle les routes commerciales autour du fleuve. Les Vénètes fédèrent alors les Unelles, les Ossismes, les Lexoviens et les Ménapiens. Ils négocient aussi avec les Aquitains pour qu'ils prennent les armes contre leurs voisins. Cependant, les Pictons et les Santons annoncent à César qu'ils sont prêts à l'aider. Pour eux, qui sont en concurrence avec les Vénètes dans le commerce de sel, c'est une bonne occasion de se débarrasser d'un rival. Aussi, le proconsul agit de la façon suivante. Une légion reste en Belgique pour surveiller les Ménapiens, la 7e légion quitte Julio Magus pour tenir en respect les Aquitains. 3 autres légions marchent ensuite sur les tribus d'Armorique. Enfin, les 3 restantes sont emmenées par César pour affronter les Vénètes. Seulement, pour le proconsul, qui aime tant marcher vite contre son ennemi, le terrain s'avère extrêmement difficile. Dans la région qu'on appelle aujourd'hui le golfe du Morbihan, les vents, les marées, les pluies et les caprices de la géographie rendent les opérations difficiles. En effet, les Gaulois combattent l'envahisseur, mais si la bataille tourne à leur désavantage, ils se replient sur les îles bien protégées par les eaux. Grâce à leur flotte et à leur connaissance du terrain, ils débarquent un peu plus loin, puis attaquent les Romains derrière leur dos. Ainsi de suite, pendant des jours et des jours, la stratégie de César s'avère impuissante face aux Vénètes. Impuissante, sauf s'il construit une flotte à son tour pour avoir la maîtrise des mers. Ayant prévu cet écueil, ces légions ont déjà construit quelques trirèmes qu'ils ont jetés sur la Loire. Les trirèmes sont pour les Romains les navires standards construits dans un but militaire. La force des bras est actionnée par les rames, la force du vent est actionnée par les voiles. Emprunté aux Grecs, la trirème est conçue pour aller vite et pour entrechoquer le navire ennemi. Problème, quoique efficaces en Méditerranée, les trirèmes ne sont pas faites pour naviguer sur les eaux très agitées de l'Atlantique. Les marées, les vents, les courants contraires annulent rapidement l'avantage technologique des Romains. En face, les navires vénètes ne sont pas construits dans un but militaire, mais sont adaptés aux conditions locales. Les bateaux sont davantage courbés, la cale s'immerge davantage dans l'eau, les marins maîtrisent l'océan et connaissent par cœur ses caprices. Force d'impact chez les Romains, vitesse et adaptabilité chez les Vénètes, la bataille du Morbihan peut basculer d'un côté comme de l'autre. Malheureusement pour les défenseurs, les Gaulois Pictons arrivent au secours des Romains. Eux aussi ont une flotte adaptée aux conditions de l'Atlantique, ce qui déséquilibre le rapport de force. Surtout que, manque de chance, les Vénètes n'ont pas de vent favorable. Les trirèmes arrivent à s'approcher de leurs navires, les archers romains visent les voiles pour les rendre immobiles. César n'a plus qu'à faire éperonner la flotte ennemie, qu'à couler les plus fragiles, puis aborder les équipages qui lui résistent encore. Et comme souvent au corps à corps, les légionnaires ne font qu'une bouchée du camp d'en face. Après la bataille du Morbihan, la puissance des Vénètes s'effondre complètement. Ils tentent de négocier une sortie favorable, mais César reste sourd à leurs appels. Les aristocrates sont égorgés par centaines. Les habitants sont envoyés à Rome pour être vendus comme esclaves. Les entrepôts de sel, principale source de revenus de la région, sont réduits en cendres et le produit est interdit à la vente. Les Pictons, en revanche, sont récompensés de leur assistance et s'emparent des routes marchandes de la Loire. Plus au nord, César apprend que les 3 légions envoyées contre les Unelles ont également soumis des tribus. Plus au sud, les Aquitains se sont rendus devant la menace d'une seule légion. En Belgique, la révolte des Ménapiens est rapidement écrasée et la fin de l'année 56 se déroule dans le calme. Finalement, en seulement 3 ans, le proconsul conquiert un immense territoire de 10 à 20 millions d'habitants. 10 à 20 millions. C'est qui va l'arrêter? C'est qui va le stopper? C'est qui? C'est-à-dire une population plus... Tu sais, je sais pas. Nombreuse encore que celle de l'Empire tout entier de la République. I know somebody did. Pour César, la gloire atteint un paroxysme dont très peu de généraux ont pu se prévaloir dans l'histoire. Fort de ce triomphe, le proconsul renforce sa popularité aux yeux de l'opinion romaine. Avec son soutien, et conformément aux accords de Lucès, Crassus et Pompée deviennent facilement consuls.
en moins 55, lorsque Caton revient à Rome, la situation est très favorable à César. Mais le sénateur n'a pas dit son dernier mot, car à force de confier la capitale entre les mains des généraux, c'est l'avenir de la République qui est en danger de mort. Pendant l'année moins 55, César domine les 3/4 de la Gaule. Il doit cependant la protéger des menaces extérieures, c'est-à-dire empêcher les migrations germaniques à l'ouest du Rhin, et la protéger des menaces intérieures, à cause des partis anti-romains qui peuvent se réveiller à tout instant. Dans l'immédiat, le danger principal vient des Germains. Si Ariovistes et les Suèves ont été battus en moins 58, les Ounelles semblent s'agiter à leur tour. Au printemps moins 55, César fait donc construire un pont sur le fleuve, puis fait marcher 40 000 hommes sur la rive droite. Aucune bataille n'est engagée, aucun combat n'est à signaler. Mais la manœuvre est un avertissement pour les Germains. À partir de ce... Basically, we're ready for you. If you want to change your mind and do something, we're ready for you. I mean, this guy was really... played no games. Jour, le Rhin devient une frontière politique que Rome est prête à défendre. Applaudi par les Gaulois, l'opération est en revanche conspuée par Caton. Le Sénat n'a pas été consulté, les lois de la guerre ont été bafouées, des clans germaniques ont été massacrés selon lui. Même si Caton n'a pas de preuves, la violence de ses accusations surprend ses contemporains. C'est tellement grave, dit-il au sénateur, qu'il faut livrer le proconsul aux Germains. Livrer le proconsul, c'est-à-dire le capturer, c'est-à-dire le ligoter avec une corde, c'est-à-dire le livrer comme tel aux barbares. De notre point de vue, il est difficile de comprendre les propos de Caton tant les sources manquent pour les étudier en profondeur. Cependant, ces déclarations ne manquent pas d'interroger. Jamais, jamais au grand jamais, jamais de leur existence, les Romains ne livrent d'autres Romains à l'étranger. C'est contre la morale, c'est contre la loi, c'est contre le collectif. Sauf si, pense Caton, sauf si la guerre est illégale. Aussi, il veut prouver que la guerre des Gaules ne sert pas les intérêts de Rome, mais les intérêts de César uniquement. Quoi qu'il en soit, Caton ne capte pas l'attention des citoyens. Claudius et Milo sont en effet sur le pied de guerre et le Sénat ne s'intéresse qu'à eux. L'occasion peut-être pour César de faire oublier la rigueur de sa campagne en allant chercher la gloire et la renommée. À l'automne moins 55, il traverse la Manche, il débarque sur l'île de Bretagne, mais il est battu par les tribus celtes. Qu'à cela tienne, il retente sa chance au printemps moins 54 et s'enfonce cette fois-ci dans les terres. Le pays étant littéralement terra incognita, c'est-à-dire territoire inconnu pour les latins, l'opinion romaine se passionne pour l'expédition. Même si la grande île n'est pas conquise, même si la future Angleterre n'est pas sous contrôle, l'opération reste un formidable outil de propagande. À son retour en Gaule, César a donc créé 2 frontières à sa conquête. La frontière du Rhin contre les Germains, la frontière de la Manche contre les Bretons qui auraient pu venir en aide aux Gaulois. Désormais, il n'a plus qu'à consolider ce qu'il a déjà en s'assurant que chaque tribu soit dominée par un parti pro-romain. Problème, pendant l'année moins 54, toujours des problèmes. Un hiver froid détruit les récoltes. Les champs ne produisent plus, les greniers n'ont plus de stock. Oui, la bouffe et food and water is, yeah, that's pretty important. Le paiement d'un impôt à l'étranger devient insupportable. Très vite, l'occupation romaine n'est plus signe d'enrichissement, mais d'oppression. À l'automne moins 54, 3 légions sont en garnison sur le territoire des Belges. Ne pouvant plus les nourrir, le roi de la tribu des Épurons, qu'on appelle Ambiorix, décide de frapper l'occupant par surprise. Il réunit son armée devant Adotuca et lance l'offensive sur le camp romain. Malheureusement pour lui, même si les hommes de César sont pris de court, les assaillants ne percent pas les lignes. Bloqué, Ambiorix décide alors de jouer le bluff. Lors d'un échange avec les commandants ennemis, il indique que toute la Gaule se prépare à la révolte. Toute la Gaule, avec aussi des Germains, avec des armes nouvelles, avec assez de guerriers pour écraser l'occupant.
Pire, insiste le roi des Épurons, la garnison romaine la plus proche aurait déjà été attaquée. Si les Romains ne fuient pas tant qu'il est encore temps, ils seront tous passés au fil de l'épée et ne reverront jamais leur famille. En bon souverain magnanime, Ambiorix propose à son ennemi un sauf-conduit. Et de façon surprenante, le coup de bluff fonctionne à merveille. Jamais, pense l'un des commandants, jamais les Belges ne les auraient attaqués tout seuls. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Ambiorix était loin d'avoir préparé un soulèvement général. Alors que les légionnaires sont en marche vers le sud, ils sont soudainement attaqués dans une vallée entourée par la forêt. Sans issue possible, les Romains se font massacrer jusqu'au dernier. César, il va pas être content. Dans le même temps, le proconsul apprend aussi la mort de sa fille, Julia, dont le mariage avec Pompée avait beaucoup d'importance en politique. Ravagé par le chagrin, la répression qu'il mène contre les rebelles dépasse l'imaginable. Pour le dire simplement, et de l'aveu même de César dans ses mémoires, les Épurons sont effacés jusqu'à leur nom. Tous les villages, tous les oppidums, toutes les campagnes sont livrées au pillage le plus affreux. Si Ambiorix arrive à s'échapper, l'entièreté de son peuple est exécutée, déportée ou vendue comme esclave. No empathy, zero. Back in these days, zero. I mean, there's still none today. But compared to, today, compared to this, we were angels. We're angels today. I mean, yes, we could throw one bomb, it'll destroy everything, but we don't, this is just, come on. C'est fou, ça. C'est fou. Just, humans were really not even important. You know what I mean? Not even important. Just kill them. It's all right. Just kill them. They don't agree with us? Kill them. Just kill them. They're not there with the army of the other? Just kill them. Kill them all. Innocent women, innocent kids. Just kill them. Just kill them. It's all right. Après la répression, les Gaulois sont choqués par le comportement de César. La révolte continue d'ailleurs chez les Trévires, chez les Carnutes et les Sénons, ce qui encourage le proconsul à démontrer sa force. Ne pouvant mettre la main sur Ambiorix, il capture un autre chef rebelle qu'on appelle Acco et convoque l'Assemblée des Gaules à Turcocortorum. Devant les aristocrates gaulois, il annonce vouloir faire un exemple. Le commerce avec Rome, la paix entre tribus, la sécurité contre les Germains. César dit que les chefs comme Acco empêchent tous ses projets de se réaliser. En d'autres termes, il faut le condamner à mort pour que jamais plus les tribus ne se révoltent. En moins 53, les chefs réunis dans l'Assemblée des Gaules sont en désaccord. Selon la loi gauloise, la justice est rendue par les druides. César n'a donc rien à faire ici, encore moins de juger l'un des leurs, car c'est aux Gaulois de régler ce différend. D'autres, qui sont devenus dépendants de la présence romaine, tentent de calmer le jeu. Les Ficus et les Édouins, les Rèmes et les Séquanes. Le proconsul fait ce qu'il a à faire pour protéger le collectif. Mais semble-t-il, et pour la première fois depuis le début du conflit, les pro-romains sont en minorité. Cependant, malgré le vent de révolte, César est persuadé qu'un exemple suffira. Pour Acco, ce sera la mort. La mort par décapitation. Soit du point de vue des Celtes, le châtiment le plus déshonorant qu'on puisse faire à un chef. Dans la guerre des Gaules, l'exécution d'Acco change le cours de l'histoire. Mais incapables de s'entendre entre tribus, les équitesses ne font rien et ravalent leur colère. Pour l'instant donc, le pari du proconsul semble être payant. Sauf si, mais cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Gaule. Sauf si un chef parvient à réunir les autres. Et si ce chef existe quelque part, alors qui est-ce? Who's that? Et voilà. Ça continue. Mais on va voir. Man, for me, these stories are unbelievable. Just, I don't know if they're this is a long time ago. How do you verify these stories? Do you ask your Uncle Pierre from 2 generations ago if it's true? No, you have to go back all the way before Christ to verify
if this is accurate information, but we have to take what we have, and this is what we have. And Caesar, I mean, yeah, hate him, love him, whatever. You gotta respect his ability to proclaim power, to hold on to power, to defend power. His offense always seems to win, and even his defense is, other than that little blip there that happened in the upper north east, other than that little blip, right next to the Germans, it's he's been really just destroying everything he touches. But with anybody in full power, the problem with always having power, with being the man, you always got to look over your shoulder. Your entire life is, who's that? Somebody trying to, you can't trust nobody because everybody wants your seat. So it's rough, man. I don't know. But anyway, okay, so let's see. I mean, this is a cool story. This really is. So we'll la 6e, c'est la guerre de c'est le siège d'Avaricum. Je sais pas. I don't know. But we'll see. We'll see what happens. We'll see how the story unravels. And I can't wait for 8 out of 8 to see how this ends, to be honest. Like, when you're watching a really good movie and you're like, how is this going to end? I don't understand. There's only 2 episodes left, but the story is, it can't. How could they end this in 2 episodes? It's not possible. Like, that's where we're starting to get to that area, that point. But anyway, it's a good story. La Guerre de Gaulle, perfect example of what we thought of humanity. And we're going to continue watching, of course, until it's done. Take care. Peace out. À la prochaine.